Alors, nous allons faire aujourd'hui un petit bilan du chapitre réplication de l'ADN et variabilité génétique, variabilité qui concernait les mutations et éventuellement la réparation de certaines mutations. La réplication de l'ADN, elle précède une division cellulaire afin que lors de cette division cellulaire, le matériel génétique puisse être réparti de manière équitable, en quantité et en qualité, dans les deux cellules filles. Alors, le même mécanisme se produit également au cours de la méiose, enfin un petit peu avant la méiose, donc ce phénomène de réplication, de manière à obtenir, après deux divisions successives, des gamètes qui auront la moitié du patrimoine génétique. 23 paires de chromosomes dans une cellule somatique, par exemple, ou dans la cellule mère des gamètes, et à l'issue de la méiose, on aura 23 chromosomes dans chaque gamète. Alors, ceci concernant l'espèce humaine. Donc nous sommes toujours dans la partie transmission, variation et expression du patrimoine génétique, et nous allons faire le résumé, après avoir fait le résumé dans un autre cours concernant les divisions cellulaires des eucaryotes, donc division c'est-à-dire la mitose et la méiose. Et bien là, dans ce chapitre 2, nous allons faire le bilan concernant la réplication de l'ADN et la variabilité génétique, dans chapitre 2 dans lequel nous avons parlé des cellules en tant que, enfin on a vu que dans les cellules il y a des chromosomes et dans les chromosomes il y a de l'ADN. Dans un deuxième cours, dans un autre cours, nous avons vu la réplication de l'ADN. Puis nous avons vu ensuite la PCR, qui était une technique basée sur le processus de réplication de l'ADN. Nous avons vu que la réplication n'est pas forcément conforme à 100%. Et nous avons parlé également des agents mutagènes, notamment nous avons pris l'exemple des rayons ultraviolets. Et nous avons vu les conséquences de la variabilité de l'ADN. Faisons maintenant le bilan, donc schématiquement, enfin le bilan de manière très résumée, mais en détaillant quand même un petit peu, concernant donc ce chapitre 2, la réplication de l'ADN et la variabilité de l'information génétique. Alors, parlons d'abord des chromosomes et de l'ADN. Alors, nous savons que les cellules somatiques, lorsque l'organisme est pluricellulaire, contient toute l'information génétique. Par exemple, nos 23 paires de chromosomes, nous, dans l'espèce humaine, contiennent de très nombreux gènes dont l'expression permettra d'intervenir dans une certaine partie du métabolisme afin que la cellule puisse vivre. Parce que la cellule, c'est l'unité structurale et fonctionnelle de tout être vivant. Donc, cellule somatique d'un organisme pluricellulaire contient toute l'information génétique. Alors, la quantité d'ADN à laquelle cela correspond, bon, il faut savoir qu'un chromosome simple ou chromatine comporte une molécule d'ADN, évidemment, et on avait dit que ces molécules sont entourées autour de protéines histones. Le génome humain, que l'on dit diploïde, il est constitué par 23 paires de chromosomes, soit 46 chromosomes. Donc on a bien nos 46 molécules d'ADN, 46 doubles hélices. Puisque, rappel, c'est Watson et Crick qui a déterminé la double hélice concernant cet ADN. Il y a environ 6 milliards de paires de nucléotides. Alors, ces 6 milliards sont importants à se représenter quand on pense que chaque cellule par jour peut subir un très grand nombre de mutations, comme on en parlera après. Bon, peut-être qu'on ne va pas y revenir, mais ça permet de se dire, si par exemple on se dit une cellule a entre 1 et 1000 mutations par jour qui sont plus ou moins réparables. Évidemment, quand on dit 1000, c'est énorme, mais si on compare par rapport à 6 milliards de paires de nucléotides, ça devient tout à fait négligeable. La longueur moyenne de la molécule d'ADN est d'environ 4,5 cm, ce qui fait plus de 2 mètres de molécules d'ADN par cellule, donc ce qui est énorme évidemment. Donc par cellule, qui fait plus de 2 mètres d'ADN par cellule concernant nos 46 chromosomes, donc 23 paires. Bon,
la molécule d'ADN est très fine, hein, et elle fait 2 nanomètres de diamètre à peu près, hein, comme nous avons pu le mesurer dans certaines activités avec l'IBMOL par exemple. Notre ADN, on a dit, est enroulé autour de protéines histones, et puis à un moment donné de la vie de la cellule, au cours de son cycle cellulaire, eh bien, cette molécule d'ADN, on a dit qu'elle avait la capacité de devenir compacte. L'ADN, c'est une molécule filamenteuse, donc surtout lorsqu'elle est déspiralisée, décondensée, on va dire, et elle a la capacité de s'enrouler autour de ces protéines structurantes que sont les histones. On a ainsi une perle, enfin un collier de perles plutôt, on parle de chaîne nucléosomique, et donc ce collier peut s'enrouler ou se replier sur lui-même. Donc c'est dans cet état que se trouvent les molécules d'ADN en interphase. Ça veut dire que la molécule d'ADN est tout à fait dépliée, repliée, décondensée, vous dites ce que vous voulez, et en parallèle entourée régulièrement autour de protéines histones. Et c'est cet état décondensé que l'on appelle la chromatine, et ne pas confondre avec la chromatine, que l'on trouve dans la cellule durant l'interphase. Alors, durant notamment les phases, pas pendant la phase de S, mais pendant la phase G1. Donc, au cours d'un cycle cellulaire, on rappelle qu'il y a l'interphase et une division, éventuellement une division cellulaire, et que pendant l'interphase, il y a la phase G2, au cours de laquelle la cellule réalise son métabolisme, et au cours de laquelle, dans le noyau, dans le noyau, l'ADN est tout à fait décondensé, donc sous forme de filaments libres, entre guillemets, donc de double hélice libre, mais quand même régulièrement entouré autour de protéines histones, et que pendant la phase S, il va y avoir donc une duplication de l'ADN de façon semi-conservative, et puis qu'ensuite on aura la phase G2, un repos entre 2 phases que l'on appellera la phase S et la phase de mitose ou de méiose. Bon. Donc prophase concernant la première étape. Donc voilà, donc en interphase, la molécule est tout à fait décondensée, elle forme dans le noyau un amas, une espèce d'amas diffus que l'on appelle la chromatine, et dans laquelle, évidemment, on ne peut pas voir les chromosomes, on ne peut pas voir cette molécule. Bon, il faut des techniques un petit peu spéciales pour pouvoir discerner ce semblant de molécule. Au début d'une division cellulaire, la chaîne nucléosomique va s'enrouler sur elle-même en plusieurs niveaux successifs. Donc il va y avoir des enroulements et des super enroulements. L'ADN va devenir de ce fait-là très condensé et donc va se raccourcir et s'épaissir. La molécule d'ADN, une molécule d'ADN de 8 cm de long ainsi compactée, formera un chromosome de 7 micromètres de longueur et pour une épaisseur de 0,7 micromètres. Conséquence de cette condensation est que chaque chromosome va occuper un espace beaucoup plus restreint et tous les chromosomes d'une cellule sont ainsi bien individualisés, séparés les uns des autres, et cela se déroule évidemment un petit peu avant la division cellulaire, que ce soit la mitose ou la méiose, et les chromosomes de ce fait-là deviennent bien visibles. Mais avant que les chromosomes entrent en prophase de division cellulaire, comme je vous ai dit, il va y avoir une phase au cours de la phase, alors entre la phase G2 et entre la phase G1 et la phase G2. Tout à l'heure j'ai dû inverser, vérifier que je ne me sois que dans l'interphase on a la phase G1, la phase S puis la phase G2. Je crois que j'ai inversé. Donc au cours de la phase G1, bon, il ne se passe rien, la cellule est dans son métabolisme, donc il a un métabolisme normal, elle est très active, etc. Enfin, elle est plus ou moins active. Et puis à un moment donné, elle va entrer, cette cellule, dans une phase concernant l'ADN que l'on appelle la réplication, donc réplication de l'ADN. Donc c'est une phase qui va être préalable à la division cellulaire, que ce soit la mitose ou la méiose. Au cours de la mitose, une cellule va transmettre son information génétique aux cellules filles. Il faut donc que pendant l'interphase et au cours de la phase S, ce matériel génétique se double afin que les 2 cellules filles qui vont résulter de cette cellule mère possèdent la même quantité
donc même quantité et même qualité d'informations génétiques à répartir dans les deux cellules filles. Donc pour cela, il est évidemment indispensable que, en amont, eh bien, la cellule réplique son ADN, c'est-à-dire que à partir de chaque brin, en fait, on va avoir deux nouveaux brins néoformés qui vont se former de manière semi-conservative. Donc ce mécanisme, on l'a dit, il est semi-conservatif. Alors, Watson et Crick, en 1953, ont découvert la double hélice de l'ADN et ils ont proposé un modèle de réplication. Ils ont fait des hypothèses et chacun des deux brins, en fait, sert de modèle à la fabrication d'un nouveau brin. Ainsi, puisque les deux brins sont reliés entre eux par des liaisons faibles que l'on appelle des liaisons hydrogènes, et sachant donc nous aujourd'hui que les nucléotides, donc les bases azotées sont complémentaires 2 à 2, A avec T et C avec G, eh bien si on sépare ces nucléotides, donc si on enlève les liaisons hydrogènes, les deux brins vont se séparer. Donc on a gardé les nucléotides de part et d'autre, de manière complémentaire, et dans le noyau, il y a des nucléotides qui vont venir se fixer de manière complémentaire sur chacun des deux brins. Donc on a ainsi deux brins parentaux et deux brins nouveaux qui vont se former grâce, donc par complémentarité évidemment, hein, et grâce à une enzyme que l'on appelle l'ADN polymérase. Donc une molécule d'ADN va donner ainsi naissance à deux molécules d'ADN filles qui vont être constituées d'un brin nouveau et d'un brin parental, donc d'un brin ancien. Comme la moitié de la molécule initiale est conservée, le mécanisme de réplication de l'ADN est dit semi-conservatif. Ça veut dire qu'on conserve en fait la moitié de la molécule, enfin de chaque molécule, et on forme un nouveau brin. Donc semi-conservatif, on garde pour moitié le brin parental et les brins néoformés sont formés également pour moitié. Alors, des études expérimentales qui ont utilisé des nucléotides marqués ont permis de suivre l'ADN au cours des générations cellulaires et ont confirmé la réalité de ce mécanisme qui était bien semi-conservatif. Alors, dans ce mécanisme donc de reproduction, de réplication semi-conservative, un complexe enzymatique que l'on appelle ADN polymérase intervient de manière prépondérante et toute erreur de cette enzyme peut conduire à des mutations. Alors, en général, les mutations sont réparées par exemple par des endonucléases, mais quelquefois la réparation ne se fait pas. Alors ces réparations sont d'autant plus mieux faites entre guillemets que l'individu est jeune. L'écartement de deux brins de la molécule initiale d'ADN ainsi que l'insertion de nouveaux nucléotides sont assurés donc par cet ADN polymérase qui est un complexe enzymatique. Cet ADN polymérase va progresser le long de la molécule d'ADN et elle va insérer un à un les nouveaux nucléotides en face de chacun des deux brins et ceci de manière complémentaire. C'est-à-dire que chaque nucléotide a son nucléotide complémentaire. Le nucléotide A, alors on va dire A c'est la base azotée, le nucléotide c'est l'ensemble base azotée, désoxyribose et acide phosphorique. Et par défaut de langage, on va dire le nucléotide A, donc la base azotée A qui sera l'adénine, sera associé à un nucléotide T, donc base azotée T qui sera la thymine, et alors d'une part, et d'autre part le nucléotide C, c'est-à-dire la base azotée C en fait, c'est-à-dire la cytosine, sera associé à un nucléotide G, c'est-à-dire la base azotée G, c'est-à-dire la guanine. Les molécules en cours de réplication peuvent être observées au microscope électronique. On peut alors voir ce que l'on appelle des yeux de réplication, où la molécule d'ADN est doublée. Donc dédoublée, hein. Les deux brins sont écartés, et comme l'ADN polymérase progresse, elle ouvre les brins, et puis les referme. En fait, donc on a l'impression qu'il y a des yeux de réplication. Donc chaque œil comporte en fait deux fourches de réplication. On a des figures qui ressemblent un petit peu à des Y où une ADN polymérase effectue la réplication.
Alors évidemment, donc, comme il y a deux brins, la réplication se fait de manière inverse puisqu'il faut deux ADN polymérases, puisqu'il y a deux brins. Bon. Donc la réplication se fait sur les brins parentaux, se fait deux fois. Donc il faut deux ADN polymérases qui vont progresser en sens inverse. Donc ces fourches de réplication, entre guillemets, donc vont progresser en sens opposé, et l'enzyme ADN polymérase va assurer la réplication de l'ensemble de la molécule d'ADN, si bien que les deux copies vont rester néanmoins solidaires au niveau d'une zone qui vont former le centromère du centrosome. Bon. Évidemment, le chromosome à deux chromatides tel qu'il apparaît au début de la mitose est constitué de deux molécules d'ADN identiques portant les mêmes informations génétiques. Alors, quand on a dit au début de la mitose, c'est-à-dire, si on prend l'exemple de la mitose, évidemment, parce qu'il y a la méiose également, on prend l'exemple de la mitose, mais ça veut dire que au début de la mitose, il va y avoir une condensation de ces molécules d'ADN, et comme chaque chromosome a deux chromatides et non plus une seule chromatine, évidemment, on va avoir l'impression que ça fait un espèce de X. Donc voilà. Bon, donc là on a compris qu'à l'issue de la réplication semi-conservative, on a le centromère qui relie entre eux les deux chromatines. Et ensuite, à l'issue de l'anaphase, on aura bien entendu séparation des deux chromatines, et chaque chromatide va aller dans une cellule fille différente. Bon, après, petite excision entre parenthèses du centromère. Troisième point important, après avoir vu chromosomes et ADN, après avoir vu la réplication de l'ADN, essayons de voir maintenant l'ADN qui va se situer entre la stabilité. Il faut une stabilité, donc il faut une certaine conformité de la molécule d'ADN, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une modification lors de la vie de l'ADN. Donc aussi bien donc dans le cas du cycle cellulaire, on a l'interphase et la division. L'ADN est censé être stable. Pourtant, ce n'est pas le cas. Il existe une certaine variabilité. Quelle est l'origine de la variabilité de l'ADN? Eh bien, dans une cellule, à chaque réplication, ce sont 6 milliards de paires de nucléotides qui vont se répliquer. On en a parlé tout à l'heure, 6 milliards, c'est énorme. Alors, 6 milliards de nucléotides qui vont se trouver répliqués, bien entendu, il va y avoir des erreurs. Bon, comme tout mécanisme, le principal, alors ça peut très bien ne pas être grave, l'erreur peut très bien être réparée ou ne pas être réparée. Si elle n'est pas réparée, l'erreur peut être grave ou pas grave. Alors grave dans quel sens? Dans le sens où l'expression s'il s'agit d'un gène important qui a subi une mutation, donc une modification de l'ADN, évidemment, la répercussion en aval concernant les protéines qui vont résulter de la traduction d'un gène en passant par l'ARN messager, mais bon, évidemment, cette protéine peut très bien ne pas avoir une fonction normale, et avoir quelquefois une fonction tout à fait anormale. Alors, l'origine de la variabilité de l'ADN, on a dit 6 milliards de paires de nucléotides, les erreurs, c'est immanquable. Aucun système de copie n'est infaillible et on comprend bien qu'on peut avoir de temps en temps des erreurs par exemple d'incorporation d'un nucléotide qui ne sera pas complémentaire d'un autre nucléotide au cours par exemple de la réplication. Et on peut très bien avoir un oubli. Alors on peut avoir un nucléotide qui se rajoute, donc on définira une mutation comme étant une insertion de nucléotide. On peut très bien avoir une substitution, ça veut dire qu'un nucléotide est remplacé par un autre. On peut très bien avoir une délétion, ça veut dire qu'un nucléotide est perdu. Alors dans tous les cas, ça décalera le cadre de lecture au cours d'un mécanisme que l'on appelle la traduction, mais là, bon, on est en seconde, hein, donc je ne vais pas en parler. Voilà, donc l'ADN polymérase, en théorie, est fiable, son rôle est fiable, mais bon, c'est pas
elle n'a pas de cerveau, hein, c'est un mécanisme. Et comme tout mécanisme, les erreurs sont possibles. Donc, même si la fiabilité de l'ADN polymérase peut être considérée comme excellente, on estime qu'elle se trompe environ une fois pour 100 000 nucléotides qui vont être insérés au cours de la réplication. Même en dehors des périodes de réplication, l'ADN peut être endommagé et sa séquence peut se trouver modifiée. Si par exemple vous prenez un rayon UV qui vient cogner, entre guillemets, qui vient bombarder une molécule d'ADN, ça peut très bien créer une mutation. Donc là, on est bien en dehors de la réplication, mais ça peut très bien également faire une lésion de l'ADN, c'est-à-dire couper par exemple l'ADN en deux. Bon, là, dans ce cas, évidemment, les conséquences pour les cellules somatiques seraient plus ou moins importantes. Bon. Par exemple, suite à l'exposition trop prolongée de rayons UV, on peut très bien avoir une cellule qui dégénère en cellule cancéreuse. Bon, dans ce cas, évidemment, la mutation n'est pas transmissible héréditairement, puisqu'elle touche les cellules somatiques. Bon, à la fin de l'interphase, on constate que le nombre d'erreurs présentes dans une molécule d'ADN est beaucoup plus faible, une pour 1 milliard de nucléotides environ, donc vous voyez, c'est pas beaucoup, et le nombre d'erreurs effectuées au cours de la réplication, évidemment, on a l'impression qu'il y en a moins, donc ça veut dire qu'il existe un système de réparation. Donc, système enzymatique, comme les endonucléases, qui vont être capables de contrôler l'ADN et de réparer les erreurs, alors de manière tout à fait automatique, hein, il n'y a pas de réflexion, hein, ce sont des mécanismes qui se font. Alors il y a des relations par rapport à des interactions moléculaires. Bon, on ne peut pas entrer dans le détail ici. Donc on a des systèmes enzymatiques qui sont capables de contrôler et de réparer. Bon, les endonucléases font partie de ces enzymes qui vont exercer un rôle très important, alors, au cours de la réplication et en dehors de la réplication également. Donc on peut avoir des mutations de l'ADN. On appelle mutation une modification de la molécule d'ADN qui a échappé au processus de réparation. Ça veut dire que si au cours de la réplication il y a des erreurs et que si au cours de la réparation par les endonucléases la mutation persiste, eh bien ça veut dire que cette mutation a échappé au processus de réparation. Bon. La modification ne peut concerner qu'un seul brin. Il y aura néanmoins, dès la réplication suivante, formation d'une nouvelle molécule portant une paire de nucléotides qui sera modifiée. Alors, ceci, si on remplace un nucléotide par un autre. Par contre, s'il y a une suppression ou un ajout de nucléotides, on décale le cadre de lecture de la molécule d'ADN, donc au cours de la traduction que l'on verra en cycle de spécialité. Et dans ces cas-là, le résultat peut être plus ou moins grave au niveau de la cellule. Alors, cette molécule d'ADN peut elle-même servir de modèle pour les réplications ultérieures et la mutation peut se transmettre au cours des cycles cellulaires successifs, donc ce qui va former par exemple un clone cellulaire. Un clone qui portera, donc dont les cellules porteront toute la même erreur. Alors l'erreur quelquefois peut être bénéfique, mais s'il s'agit d'une mutation due à l'exposition à des rayons ultraviolets, on peut très bien avoir un clone de cellules tumorales, c'est-à-dire cancéreuses. Bon. La comparaison de molécules d'ADN révèle, comme on pourrait s'y attendre, l'existence de plusieurs types de mutations ponctuelles, comme je vous en ai parlé, qui vont porter sur une seule paire de nucléotides. Alors on peut avoir des mutations par substitution. Ça veut dire qu'on remplace un nucléotide par un autre. Par exemple, si on a T en regard du T sur l'autre brin, on devrait avoir une adénine, c'est-à-dire une base azotée adénine. Et si on met par exemple une cytosine, alors les deux nucléotides ne sont pas complémentaires, mais il y a quand même fixation d'une cytosine, par exemple. Bon, dans ce cas, on a bien une substitution d'une adénine par une cytosine. Donc lorsqu'une paire de nucléotides est remplacée par une autre paire, on parle bien de substitution. On peut également avoir des mutations par délétion. Ça veut dire qu'on a une perte d'une paire de nucléotides, perte d'un nucléotide, de deux nucléotides éventuellement, alors c'est-à-dire concernant le nucléotide en regard. Et puis on peut avoir une mutation par addition, ça veut dire dans ce cas on ajoute un nucléotide
et en regard sur l'autre brin, on peut également avoir ou non le nucléotide complémentaire. Bon, dans tous les cas, on parle de substitution, de délétion ou d'addition lorsque les mutations sont simples. Alors, vous allez dire après, bon, on peut avoir des erreurs de réplication, donc qui conduisent à des mutations qui vont être réparées. On peut avoir des erreurs de réplication, donc des modifications de l'ADN, mutations également, mais dues à des facteurs extérieurs, comme par exemple certains agents physiques, comme les rayons ultraviolets. Les agents mutagènes, ce sont des agents mutagènes. Donc par exemple, l'UV, les rayons UV, sont des agents mutagènes. Les modifications de l'ADN sont, lorsque tout cela se fait de manière tout à fait naturelle, elles sont spontanées et très rares. Leur fréquence, on dit que la fréquence est très très faible. Cependant, il y a des facteurs qui vont avoir la propriété d'augmenter la fréquence de mutation, et à ce moment-là, on appelle ces agents, comme les rayons UV, mais ça peut être des substances chimiques également, par exemple les benzopyrènes, etc., certaines substances nocives qui vont constituer par exemple des adduits, adduit étant une molécule qui est extérieure à la molécule d'ADN, et qui va se fixer à un endroit de l'ADN pour modifier, alors pas modifier sa structure, mais faire en sorte que la structure va se trouver dérangée, en quelque sorte. Si bien que par exemple, si on veut faire la réplication de l'ADN qui possède des adduits, eh bien l'ADN polymérase ne va pas assurer son rôle correctement, parce que cet adduit va gêner. Et ça peut conduire à des mutations, voire des cancérisations. Donc on parle d'agents mutagènes lorsque certains agents physiques ou chimiques modifient l'ADN d'une manière ou d'une autre et créent des mutations. Donc on peut avoir des substances chimiques, comme je l'ai dit, donc comme le benzène ou l'acridine, qui est utilisé comme colorant. Donc ce sont des molécules qui vont s'intercaler entre les nucléotides de l'ADN, donc ce sont des espèces d'adduits A2D-UIT. Au cours de la réplication de l'ADN, il y aura alors incorporation de nucléotides supplémentaires sur le brin opposé. Voilà, si éventuellement on a cette substance qui vient s'intercaler entre deux nucléotides. Bon, les mécanismes ne sont pas toujours simples. Il existe également des radiations électromagnétiques qui peuvent pénétrer plus ou moins profondément la matière vivante et endommager l'ADN. Alors c'est le cas des rayons gamma, des rayons X par exemple. D'où lorsque vous passez une radio à l'hôpital, il faut absolument se protéger contre les rayons X et le médecin évidemment prend lui-même toutes les précautions. Rayons X, il ne faut pas en abuser évidemment. Les rayons ultraviolets également émis par le soleil sont les principaux agents mutagènes auxquels sont exposées les populations humaines. Là, on pense au soleil, les gens qui vont se faire bronzer, etc. Eh bien là, ils sont directement donc, impactés par les rayons ultraviolets. Des études expérimentales le confirment, les rayons ultraviolets peuvent détruire les cellules, donc il y a un effet létal, la cellule est détruite. On avait mis en évidence dans un autre cours ce qui se passait chez certaines levures. On avait vu qu'il y avait des pigments rouges, pigments blancs suite à la mutation. Bon, je vous invite à vous reporter à ce cours. Donc effet létal et ont également des effets mutagènes importants. Donc ça, soit la cellule est détruite, bon, effet létal, létal ça veut dire on détruit les choses, on meurt, donc la cellule meurt. Bon. Alors dans ce cas, évidemment, c'est peut-être préférable que la cellule meure plutôt qu'elle subisse une mutation qui va dégénérer en cancer de la peau. Mais dans tous les cas, on a bien un effet mutagène important concernant ces rayons ultraviolets. Les effets des UV sur l'ADN sont multiples et sont très bien connus. Ils entraînent souvent la formation de liaisons très fortes, que l'on appelle des liaisons covalentes entre deux nucléotides, consécutifs sur le même brin. Par exemple, deux nucléotides T qui vont constituer ce que l'on appelle un dimère de thymine. Bon. Donc sur le même brin, si on a par exemple TT, donc dans la séquence des nucléotides, si on a TT, non pas sur l'autre brin complémentaire de ce brin dont je parle, mais deux T successifs, eh bien on peut avoir une liaison qui est due à des rayons UV et on appelle ça un dimère de thymine. Cette liaison anormale va créer localement
une modification de la structure de l'ADN, évidemment, qui va perturber le fonctionnement normal de l'ADN polymérase au cours de la réplication. Et évidemment, cela va être très gênant parce que le résultat peut avoir des conséquences catastrophiques. Bon, donc les rayons UV peuvent détruire les cellules, favoriser les mutations et parfois les rendre les cellules cancéreuses. Hein. Bon, donc bien surveiller sa peau régulièrement, surtout si vous avez été exposé au soleil. Ensuite, quatrième point, essayons de parler des mutations et polyallélismes. Alors, rappel des premiers points, on avait vu que, premier point, donc chromosomes et ADN, on avait dit que l'ADN est une molécule qui fait 2 mètres par cellule, capacité à se compacter. Ensuite, on a parlé, alors cet ADN a la capacité de se compacter lors des divisions cellulaires. On a parlé dans le deuxième point de la réplication de l'ADN avec au préalable, on avait vu qu'il y avait, donc au préalable de la division cellulaire, il y a la réplication. On a parlé du mécanisme de réplication semi-conservatif, on a vu le rôle de l'ADN polymérase, et ensuite, troisième point, on a vu que l'ADN se situait entre stabilité et variabilité, notamment au niveau des mutations, qu'il y avait l'origine d'une variabilité de l'ADN et que les mutations de l'ADN étaient bien réelles, et on a parlé des agents mutagènes, des systèmes de réparation, et là, quatrième point, essayons de voir mutation et polyallélisme. Pourquoi est-ce qu'on parle de polyallélisme? Prenons l'exemple, avant de détailler un petit peu plus, prenons l'exemple des groupes sanguins, système ABO. Alors on peut avoir au niveau des phénotypes le groupe sanguin A, le groupe sanguin B, le groupe sanguin O et le groupe sanguin AB. Ça fait 4 phénotypes pour 3 gènes, enfin 3 allèles plutôt. On a le gène groupe sanguin, entre guillemets, pour faire simple. Hein, bon. On a l'allèle A, l'allèle B, l'allèle O, et ces 3 allèles peuvent donner 4 systèmes, 4 groupes sanguins. Donc, ABO sont des allèles d'un gène. Donc là, comme il y a 1, 2, 3 allèles, on parle de polyallélisme. Donc, mutation et polyallélisme, qu'est-ce que ça veut dire? Nous savons que pour un gène, il existe le plus souvent différentes versions que l'on appelle des allèles. Les allèles sont différentes versions d'un même gène. Voilà, par exemple, entre l'allèle O et l'allèle A et même l'allèle B, ce sont différentes versions du même gène, groupe sanguin. Si tous les êtres humains ont nécessairement un groupe sanguin, tous n'ont pas les mêmes allèles déterminant ce groupe, comme on a dit, ça peut être les allèles A, B ou O. Pour certains gènes, il peut exister une grande diversité d'allèles. Donc là, par exemple, on parle de 3, mais il y a beaucoup plus. Enfin, si on détaille les allèles du groupe sanguin, on serait surpris de constater que ce n'est pas si simple que ça, et qu'il existe de très très nombreux allèles concernant les groupes sanguins. Alors, la comparaison des allèles d'un gène montre que ceux-ci diffèrent en général par quelques nucléotides seulement, donc ce qu'on peut mettre en évidence par un logiciel que l'on appelle Anagène, par exemple. L'origine commune des divers allèles d'un gène ne fait pas de doute, c'est en effet par mutation que va se former un nouvel allèle. Donc on voit bien que toutes les mutations n'ont pas des conséquences néfastes. On peut très bien avoir des mutations ponctuelles, par exemple qui se font au hasard ou pas, et qui font qu'un allèle va posséder une mutation, enfin un allèle va posséder une mutation, mais qui n'aura pas de conséquences des conséquences néfastes, entre guillemets. Voilà, donc ce sont des mutations qui ont formé un nouvel allèle. On part d'un allèle parental, et puis mutation, nouvel allèle. Voilà, donc ça veut dire nouvelle molécule d'ADN. Lorsqu'un individu hérite d'un nouvel allèle, cet allèle devient transmissible de génération en génération à long terme. Il peut se répandre dans une population, alors évidemment à condition qu'on retrouve ce nouvel allèle dans les cellules germinales, c'est-à-dire les gamètes. Sinon, si c'est au niveau d'une seule cellule somatique, évidemment, si la mutation existe et si on a un allèle qui est remplacé par un autre, on n'aura pas de transmission au niveau de la descendance. Donc à long terme, donc on a dit un individu va hériter d'un nouvel allèle, celui-ci va devenir transmissible de génération en génération et à long terme, il peut se répandre dans une population.
On peut remarquer que ce mécanisme à l'origine de la formation des allèles, comme je l'ai dit, est tout à fait aléatoire et la fréquence est très faible. Donc, il ne fait appel à aucun mécanisme prédéterminé, ne répond à aucune nécessité ni aucun objectif. Ça veut dire qu'on peut avoir simplement des mutations qui ne sont pas réparées. On peut avoir, pour X raisons, parce que la cellule a un métabolisme, et il n'y a pas que le métabolisme relatif aux gènes, il existe un nombre très important de réactions chimiques au sein d'une cellule, et pour une raison ou pour une autre, une réaction peut impacter un nucléotide, on peut très bien l'imaginer. Bon. Donc cette diversité des allèles va constituer l'essentiel de la diversité génétique d'une population et par là même de la diversité des individus au sein d'une espèce. Le phénomène de mutation, s'il peut se révéler parfois néfaste pour un individu, doit être compris comme étant le fondement même de la biodiversité génétique des populations et des espèces. Donc les gènes existent, pour chaque gène de nombreux allèles en général existent ou peuvent exister. Alors, le nombre est plus ou moins important. On parle de polyallélisme et ce polyallélisme va caractériser un ensemble d'individus. On parle bien de biodiversité des individus, mais à travers ces molécules qui sont elles-mêmes très diverses, ces molécules d'ADN qui sont elles-mêmes très, très diverses, on parle bien de biodiversité génétique. Voilà, donc nous avons parlé concernant la réplication de l'ADN et la variabilité génétique. Nous avons bien parlé, nous avons bien fait le résumé de ces études concernant la transmission, la variation et l'expression du patrimoine, mais attention, nous avons bien vu, donc ça c'est la partie numéro 1, transmission, variation et expression du patrimoine génétique. Il faut entendre par là transmission par les divisions cellulaires. Donc là on parlera de mitose et de méiose, même si la méiose est un mécanisme un petit peu spécial. Variation du patrimoine dans le sens où normalement il y a une conformité, il y a une stabilité de l'information, mais il peut y avoir des variations, et on pense tout de suite évidemment aux mutations plus ou moins réparables. Et l'expression du patrimoine, on ne l'a pas encore travaillé. Bon. Donc on avait bien fait le résumé dans un autre cours du chapitre 1, les divisions cellulaires des eucaryotes, et on a bien fait dans ce cours le bilan concernant ce chapitre 2, la réplication de l'ADN et la variabilité génétique de cet ADN. Le cours est terminé. Merci.